Ah bah c'est bien, mais on va parler de Super Fantasy Brawl. Oui Antoine, on va parler de Super Fantasy Brawl. Oui Antoine, on va parler de Super Fantasy Brawl. Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, on a pas mal de nouveautés en ce moment. Il y a aussi pas mal d'extensions qui sont arrivées durant la semaine. Il y a encore une livraison qu'on attend actuellement. Là où je vous parle, il y a Asmodée qu'on n'a pas encore reçu. Donc dans les jeux qu'on va vous présenter, je crois qu'il y en a qu'un techniquement qu'on attend. Mais Asmodée a toujours actuellement son offre sur l'opération Trône de Fer qui va durer jusqu'au 18 juin. Donc sachez que si vous achetez une boîte de base ou 3 extensions dans l'univers de Trône de Fer, vous avez 30 € de réduction immédiate. Donc ça c'est grave cool si vous voulez vous lancer dans le Trône de Fer, si vous voulez augmenter le nombre de personnages et d'armées que vous avez, ça peut être très cool d'y penser. On va commencer de suite avec les nouveautés. Vous connaissez probablement déjà Sushigo, mais est-ce que vous connaissez Sushigo Party? Alors là j'ai la chance de pouvoir vous le présenter parce que j'ai un jeu de démo, mais en fait j'ai pas encore reçu, comme je disais, les boîtes qui sont vraiment livrées par Asmodée. Alors à l'heure où je vous parle, on les a peut-être reçus. Normalement, on devrait les avoir reçus d'ici là, parce que là, on tourne, on est jeudi soir, et donc du coup, vous les regardez normalement le vendredi midi, comme d'habitude. Donc là, normalement, on a reçu les Sushigo Party. Qu'est-ce que c'est Sushigo Party? Alors déjà, c'est un jeu de base Sushigo de draft, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des cartes en main. Et le draft consiste à prendre une carte de votre main, chaque joueur fait ça simultanément avec son jeu, et ensuite le reste des cartes, vous le passez au voisin de gauche. Et à chaque fois, on fait ça. On joue une carte, on passe au voisin. L'idée, c'est que le draft, c'est une bonne mécanique pour apprendre en fait les dilemmes déjà. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous aurez des cartes, des fois, vous allez prendre pour vous, puis à un moment, vous allez regarder ce que vous laissez passer. Vous dites, mais attends, si je prends ça, tel joueur, je vais lui laisser ça, du coup, ça m'embête parce que ça lui fait des points, etc. Tout ça, c'est déjà un très bonne mécanique pour débuter. Dans Sushigo Party, ce qui est cool, c'est que déjà, on peut jouer à plus nombreux de mémoire, parce que normalement, sur celui-ci, on peut jouer jusqu'à 5. Là, on peut jouer jusqu'à 8. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, vous créez votre menu en fonction des petites tuiles que vous aurez dans la boîte. Chaque tuile vient avec son lot de cartes. Donc en fait, ici, on a toujours 3 hors d'œuvre à choisir à chaque fois. Donc là, j'ai choisi aléatoirement les damame, l'onigiri, j'ai pris du tofu. En dessert, on va faire plutôt des glaces de matcha. Ici, on a en supplément du thé, éventuellement des sauces soja. En maki, on a du thé maki. Et en sushi, bah ça change pas, c'est pas une tuile qu'on peut changer. Mais c'est ça qui est hyper cool dans Sushigo déjà, c'est qu'on va pouvoir adapter le menu en fonction des joueurs. J'ai envie de dire des goûts et des saveurs. Ce qui se passe du coup, comme je disais, bah, on a des cartes en main dans Sushigo qui correspondent au menu qu'on a choisi. Et je choisis une carte, donc je me dis, bah tiens, cette carte-là, par exemple, les damame, c'est un point de victoire par adversaire avec des damame avec lui. Donc je me dis, bah c'est cool, je vais en prendre. Donc je récupère les damame que je mets face cachée et ça, je le passe au voisin de gauche. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle sa carte. Hop, je récupère les cartes que mon voisin de droite me donne et ainsi de suite. Et vous voyez à chaque fois comment chaque carte va scorer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque manche, il va y en avoir 3, on va marquer des points. Donc là, nos petits pions sont indiqués ici, on va faire les points. À la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points, évidemment, remporte la partie. C'est ultra simple, Sushigo. Mais le Sushigo Party va ajouter cette petite saveur, très drôle, de points de victoire différents en fonction du menu que vous aurez choisi. Voilà, donc ça c'est Sushigo Party, il était très attendu parce que j'avais déjà beaucoup de réservations, on me l'avait beaucoup demandé, et bah du coup il est enfin là, et pendant l'été on va pouvoir s'amuser à bouffer des sushis, et ça c'est très cool. Je confirme, très cool. On va enchaîner maintenant avec un jeu qui n'est pas trop familial, mais qui va être dans une catégorie que je pense maintenant qualifiée de initié. C'est Whistle Stop, qui est illustré, et je crois par le même auteur, mais je ne suis pas certain, il me semble que oui, de Whistle Mountains, qui était vraiment beaucoup plus pour joueurs pour le coup. Là, Whistle Stop, c'est une sorte de aventurier du rail qui rencontre un jeu initié de gestion de ressources et de ce qu'on appelle un pick and delivery. Dans Whistle Stop, ici, vous allez avoir un plateau qui est pas tout à fait complété, puisqu'en fait, dans ce plateau, vous avez des tuiles en fait qui sont placées à la fin. Ce sont les tuiles en fait d'arrivée. Vous allez essayer justement d'envoyer les bonnes ressources à cet endroit-là pour marquer les points. Au centre, vous aurez également des tuiles qui sont des sortes de aussi des tuiles d'objectifs, mais pas que. C'est des tuiles un peu de pause entre guillemets, des sortes d'intersections intéressantes. Et pendant la partie, en fait, les joueurs vont agencer des tuiles, un peu comme à la Carcassonne, pour essayer de créer des chemins de fer qui vont vous permettre de rejoindre différents lieux qui vous octroient des ressources. En fait, au début de la partie, il y a plein d'emplacements ici où chacun des joueurs va poser entre, je crois, 3 et 5 wagons, en gros, ici au début. Et après, à mon tour, je peux déplacer l'un de mes wagons en suivant les rails indiqués et en m'arrêtant sur les différents lieux. Alors après,
Il y a des règles où quand il y a déjà un wagon, je ne peux pas m'arrêter dessus, mais si je me déplace de 2, du coup je peux justement esquiver les wagons que je possède, mais pas ceux des adversaires. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais il y a des règles évidemment et des contraintes, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est ça l'interaction qu'il va y avoir quand on va pouvoir se contraindre sur les déplacements. Je vais me déplacer, en fonction de où j'atterris, je récupère une ressource. Elles peuvent être plus ou moins rares, ça a une importance surtout pour la fin et durant la partie, lorsque vous allez livrer des ressources, parce qu'elles ont une couleur importante lorsque vous livrez vos ressources. Vous avez notamment la possibilité avec des whistles de vous déplacer plus facilement. Les whistles, c'est les sifflets en fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu qui au final n'est pas très compliqué? Vous avez une petite particularité, c'est que votre plateau vous octroie 4 actions que vous utilisez justement avec du charbon pour montrer quand vous vous déplacez, quel train, etc. Et en dessous, vous avez des espèces d'engrenages qu'on ne voit pas ici, qui sont en fait des actions bonus que vous allez pouvoir faire. Souvent, ça peut coûter des ressources, et notamment si vous voulez une action qu'un adversaire possède déjà, vous pourrez le faire, sauf que ça va vous coûter des ressources plus rares, évidemment. Mais vous n'êtes pas bloqué pour ça. Malin. Donc c'est un jeu au final de ce qu'on appelle pick and delivery, avoir les bonnes ressources pour envoyer au bon endroit au bon moment, sauf que vous êtes limité en ressources jusqu'à 10 ressources de mémoire. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis le plateau perso, parce que c'est quand même une information qui est efficace, notamment pour les 4 actions que vous avez de base, plus les améliorations d'engrenages, qui je trouve donnent un aspect du coup beaucoup plus initié que si on n'avait pas mis les engrenages. Donc c'est pour 2 à 5 joueurs et c'est effectivement pour des parties d'une heure, 1h30 quoi. C'est quand même un peu pour joueurs, donc catégorie plutôt initiée de la boîte de jeu. Là maintenant je suis monté en grade, on a fait Sushigo, on a fait Whistle Stop, maintenant on va passer à fondateur de Teotihuacan, un jeu de Philippe Glovax, je sais pas comment on dit, je crois que c'est normalement, enfin c'est de lui et c'est également le mode solo a été créé par David Turkzy et Blazget Kubaki, je vais jamais y arriver, c'est compliqué. Les gens des pays de l'Est. Voilà, pourquoi il y a autant de consonnes, c'est hyper compliqué. Là, du coup, c'est pour un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties d'1 heure, et à partir de 14 ans, parce que c'est un jeu plutôt estampillé expert, sachant que ça n'a rien à voir, sauf par rapport au thème, comme Seven Wonders par exemple, avec Teotihuacan, la cité des dieux, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur un jeu, je pense, un peu plus court quand même que Teotihuacan. Ici, je vous montre un peu le matériel. Alors, j'ai essayé de chercher des infos, croyez-moi. C'est pas évident sur ce genre de jeu, parce que, évidemment, déjà, c'est un jeu de niche, forcément, c'est fait pour des plus gros joueurs, même si je pense qu'il a juste un peu plus, voire beaucoup plus de richesse qu'un jeu comme Azul, par exemple. Mais ça pourrait éventuellement vous plaire, parce que du coup on est sur un jeu qui peut me faire penser éventuellement à l'île des chats en termes d'agencement, d'optimisation. C'est quand même un peu plus velu parce que de ce que j'ai compris, il y a des disques qu'on va poser pour récupérer des actions. Les différentes actions vous permettent de construire des bâtiments qui sont représentés sous forme de tuiles qu'on peut retrouver dans tout jeu de tuiles, les différents, qu'on appelle ça, j'allais dire des polygones, mais c'est pas ça. Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Des polyomino. Des polyomino, merci, j'avais plus le mot. On pose des polyomino, je vais y arriver. Et quand on les pose, en fait, on peut choisir soit de marquer des points immédiatement, ce qu'on appelle des adorations, soit du coup de récupérer des ressources. Et ces ressources-là, après, vous les utilisez, vous, à bon escient, pour construire de nouvelles constructions, ce qu'ils appellent des temples, d'autres bâtiments. Mais surtout aussi, le but, c'est quand même de construire la pyramide de la grande cité. Je ne peux pas vous en dire davantage parce que je n'y ai pas joué, que c'est plutôt un jeu destiné pour des joueurs experts, d'optimisateurs, en tout cas ça c'est sûr, c'est un jeu d'optimisation et de gestion de ressources. Mais voilà, sachez qu'en tout cas on en a un de fondateur de Teotihuacan à la boutique. Et voilà, je pense que c'est tout pour ma part, je vais laisser la place à Antoine. Hello à tous, et le voici, le tant attendu Fire and Stone, un jeu de Klaus-Jürgen Wrede, et donc l'auteur de Carcassonne, ils l'ont mis sur la boîte, on peut pas se louper. Donc dans Fire and Stone, vous allez jouer des hommes préhistoriques, une tribu d'hommes préhistoriques, néolithique, paléolithique, je ne sais pas, je suis nul en histoire, vous savez peut-être, moi pas. On va explorer le monde, on va aller découvrir des technologies, on va aller construire des villages, et c'est comme ça qu'on va faire des points, grossièrement. Alors, comment est-ce que ça se joue? C'est très simple, vous voyez qu'il y a ce plateau qui représente le monde, qui est divisé en 3 grandes régions, numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec des petits jetons qui cachent des symboles, tout simplement, et en fait, quand c'est votre tour, vous allez choisir de prendre votre personnage, donc moi par exemple, je joue les rouges, et avancer de 1 ou 2 cases. C'est aussi simple que ça un tour de jeu. Alors évidemment, il va se passer des choses, parce que quand j'avance de 1 ou 2 cases, je vais m'arrêter sur une petite zone comme ceci, et je vais libérer le jeton et voir ce qu'il y a dessous. Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir, comme ceci, une opportunité de mettre une hutte. Alors ça c'est génial, parce que je vais commencer à faire une maison comme ceci, et surtout, ça va faire avancer la progression de jeu.
Cette maison-là, ça va devenir un village. Les autres joueurs vont pouvoir venir dessus aussi plus tard dans le jeu et pouvoir aussi construire des huttes de leur couleur. Alors j'en ai pas sorti des huttes jaunes, mais normalement évidemment il y en a pour chaque joueur. Ils vont devoir payer de la nourriture parce que la nourriture c'est la ressource principale du jeu. Vous allez devoir payer 1 de nourriture par hutte déjà présente dans le village, peu importe la couleur de la hutte. Et donc ça marche aussi pour vos propres villages si personne vient squatter et que vous y mettez que des huttes de votre couleur. Et ça va être un des moyens principaux de gagner des points puisque les huttes vont vous faire gagner 1 point par hutte, et vous allez gagner aussi un point supplémentaire si vous êtes strictement en majorité sur chacun des villages. Ce que l'on va pouvoir trouver également sur ces petits jetons, sous ces petits jetons plus exactement. On va pouvoir y trouver comme ceci, eh bien, de la nourriture. Ce sont des zones où la nourriture est là en abondance. Alors ici j'ai 2 éléments, j'ai de la nourriture brute, donc représentée par cet élément-là que je peux mettre sur mon plateau, mais aussi un sac. Eh bien, en fait, un sac, c'est une rallonge, parce qu'en fait, au début, sur votre plateau, vous ne pouvez mettre que 2 de nourriture. On a tous un petit plateau individuel comme ceci. Donc, admettons, j'étais déjà à 2. Bah, c'est pas grave, là, ça me permet d'avoir une rallonge. Donc, en fait, c'est un sac, un petit sac en tissu. Hop, et ça tombe bien, je peux y mettre la nourriture, la fameuse nourriture qui va servir à aller construire des villages, entre autres. On va pouvoir trouver aussi Alors, c'est de la nourriture aussi, oui, mais ce sont des collections de nourriture à faire. On commence avec un jeton ou 2, ça dépend le niveau de difficulté qu'on veut mettre sur son plateau individuel. Et vous voyez qu'on peut faire 2 types de collections. Et bien là j'ai la collection des champignons, et bien j'ai le choix, soit je vire le champignon mais c'est pas un bon choix, soit je me rajoute ici la pomme, et j'espère tomber désormais sur les pommes ou les champignons. Pourquoi? Parce que quand j'en aurai 2 du même type, je vais pouvoir choisir une carte, et quand j'en aurai 3 du même type, je vais à nouveau pouvoir choisir une carte, et puis là on va retirer les jetons, donc il faudra commencer une nouvelle collection, les cartes. À quoi servent-elles? Il y en a de 2 types. On a ici les cartes technologie, donc en fait, il y a un petit marché de cartes technologie, je vais en choisir une, ça va en faire apparaître une nouvelle pour les autres joueurs. Ça va vous aider à progresser sur le plateau, ça va vous donner de nouvelles options de jeu. Donc en fait le jeu, c'est certes j'avance mon pion et je vois ce qui se passe, mais en fait ça va être amené à évoluer au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Par exemple les bateaux me permettent de prendre le bateau, parce que vous voyez que pas mal d'endroits sur le plateau, comme ceci, il y a des petites flèches, ça va vous permettre de faire des raccourcis. Faire des raccourcis, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre d'explorer des régions lointaines avant les autres joueurs, ou pourquoi pas de revenir sur des régions déjà visitées, récupérer des ressources qui vous intéresseraient. Oui, je sais que dans la région 1, il reste une de pommes et j'ai besoin de pommes. Bah, si je vais en bateau, je vais pas perdre trop de temps et ça va être intéressant parce que ça va me permettre de récupérer une autre carte, admettons. Les points en argile vont me permettre, lorsque je gagne justement une carte, de gagner de la nourriture. Donc ça, si on l'attrape tôt dans le jeu, ça va être intéressant. Bref, je me fais pas toutes, d'autant plus qu'il y en a encore plein dans la pioche. Je vous ai dit qu'il y avait 2 types de cartes. Le deuxième, eh bien, c'est celle-ci. Ce sont des cartes de points brutes, tout simplement. Il y a une pile de cartes. Les premières vous font gagner 4 points de victoire en fin de partie, puis 3, puis 2, puis 1. Donc là, c'est du classique. Mais attention, ces cartes-là, pour les placer, il faut que vous ayez déjà une technologie, puisqu'en fait, ça va venir se mettre par-dessus. Et donc en fait, bien, vous êtes trop avancé technologiquement, donc ce petit avantage technologique ne compte plus pour vous. En gros, ça fait des points bruts en fin de partie. Par contre, je ne sais plus faire la pêche. Enfin, c'est pas que je sais plus faire la pêche parce que t'es pas d'équipement, ce serait pas logique, mais ce n'est plus un avantage tellement on est avancé. Voilà en gros l'idée. On a également, j'en profite parce que c'est juste à côté, un objectif en début de partie. On reçoit une carte au hasard et ça va vous donner un autre moyen de scorer des points. Alors si c'est trop compliqué, comme dans tout jeu objectif, faut pas se focaliser dessus, mais évidemment si vous sentez que vous pouvez faire dans le jeu, il faut foncer, ça fait toujours des petits points à gratter. Voilà donc ce qu'on peut trouver d'autre. On va pouvoir trouver aussi des zones de chasse comme ceci. Alors les zones de chasse, c'est intéressant parce qu'elles vont rester sur le plateau, contrairement aux autres jetons qui sont enlevés et qui vous permettent juste de récupérer de la nourriture. Alors un par un, c'est pas très intéressant, mais bon voilà. C'est une option qui existe. Les zones de chasse vous permettent d'aller chercher un jeton dans une zone, alors c'est numéroté, zone 1, zone 2, zone 3 sur le plateau, enfin ça correspond aux régions. Je choisis le jeton qui m'intéresse, et puis je repose les autres. Alors évidemment, là je vois qu'il y a 3 nourritures, là il y a 2 nourritures et 1 nourriture, je prends le 3. Ça va aller sur la dernière zone du plateau dont je ne vous ai pas parlé. On va ici stocker des chasses, tout simplement, et lorsque je retournerai sur un feu de camp, parce que vous voyez qu'il y en a déjà imprimé sur le plateau, mais on va pouvoir en découvrir d'autres, eh bien, je vais pouvoir faire cuire la nourriture et je vais pouvoir donc les transformer en bonus, tout simplement en bonus brut, qui sont plus intéressants en général que les bonus qu'on va ramasser sur le plateau. Mais sur le plateau, il y a encore plein d'autres choses dont je ne vais pas vous parler là, parce que ce serait trop exhaustif, mais on va pouvoir rencontrer plein de petits éléments, dont certains qui sont uniquement dans telle ou telle région. Donc finalement, au début du jeu, on avance
un petit peu au hasard. C'est presque un loto, hein, vraiment les 10 premières minutes du jeu, ça va être presque un loto parce que vous avancez, vous voyez ce qui se passe, vous subissez un petit peu le jeu, mais on va découvrir le jeu au fur et à mesure. On va gagner de nouvelles compétences, donc on va avoir de nouvelles options, des nouveaux choix qui vont s'ouvrir à nous. Soit on va revenir sur notre chemin, récupérer ce qu'on n'avait pas encore pris, sachant que, comme je vous l'ai dit juste avant, si je sais qu'il reste de la pomme et qu'on a quasiment tout exploré dans la région 1, j'ai les chances de tomber sur la pomme. Ou au contraire, on va foncer pour aller explorer le reste du monde avant les autres joueurs et récupérer les fameux petits jetons un peu spécifiques qui vont nous avantager en général. Voilà donc pour Fire and Stone. On peut le mettre dans la catégorie tout public, familial, parce que vraiment des règles super simples. À deux, ça fait des parties qui sont un peu plates, franchement, très honnêtement. Ça manque d'interaction, effectivement. C'est ça, il y a un peu plus, alors un côté course à la limite, mais on peut se permettre d'être chacun dans son coin. Je trouve qu'à 3-4 joueurs, il y a un petit peu plus d'interaction. On va, pour le coup, on va vraiment faire la course pour tel ou tel objectif. Les majorités, évidemment, vont être beaucoup plus intéressantes, comme tout jeu de majorité. Quand on est au moins 3 joueurs, c'est un peu plus intéressant. Est-ce que je me mets un petit peu partout pour faire plein de petites maisons, mais on va pouvoir venir squatter mes villages et ça me fait perdre des majorités, ou au contraire, j'essaie de faire des grosses villes pour être certain d'avoir la majorité, et ça, ce sera à vous de voir dans chacune des parties. Voilà donc pour Fire and Stone. Et dans un style un petit peu moins familial, il y a Boon Lake, le dernier Pfister qui est arrivé à la boutique. Donc je tourne aussitôt la boîte parce que c'est un dos de boîte qui fait plaisir. On voit très bien ce qui s'y passe. On est sur du grand Pfister. Là, il continue d'affiner la recette. Il récupère des mécaniques de jeu qui ont bien fonctionné dans Great Western Trail, dans Boon Lake. Non, pas du tout. Maracaibo. Dans Maracaibo, évidemment. Mais il ne se contente pas de faire ça. Il va bien sûr ajouter des nouveautés. Et il faut avouer que ces nouveautés font très plaisir à voir, et on va avoir un mélange entre un jeu avec un plateau sur lequel on va poser des hexagones et des petits meeples qui fait très classique, très à l'allemande, et à côté de ça, de réelles nouveautés, des éléments de jeu qui vont vraiment beaucoup plus modernes. Ça fonctionne bien comme mélange. Alors en gros, Boon Lake, je vais vous faire la thématique rapidement, ça raconte quelque chose. Alors on n'est pas focalisé dessus quand on joue, mais ça nous raconte quand même quelque chose. On va arriver dans cette région qui est la région de Boon Lake, qui est très riche en ressources qu'il va falloir explorer, et dans laquelle il y a des ruines, des débris d'une ancienne civilisation, si j'ai bien compris. D'où le fait que malgré le côté un peu western du jeu, il y a des éléments on voit il y a des espèces de petits circuits imprimés. Voilà, c'est parce qu'avant il y avait une civilisation un peu plus futuriste qui était là. Ça n'a aucun impact dans le jeu, mais bon, pourquoi pas, ça nous raconte ça. On va aller visiter cette région en faisant avancer nos bateaux. Ça, c'est le cœur du jeu. La première chose que je vais regarder à mon tour, c'est où se situe mon bateau, puisque à chaque fin de tour, je vais le faire progresser. Et soit, je vais faire la tortue, parce que je vais m'arrêter sur toutes les cases pour récupérer tous les petits bonus. Il y a plein de cases avec plein de bonus différents, de valeurs différentes. Soit, je vais aller très très vite pour doubler un petit peu les autres joueurs. Pourquoi ? Parce que déjà, il va y avoir des cases qui vont déclencher les fins de manche, et quand vous arrivez en premier dessus, quand vous y arrivez tout court, avant que la manche ne soit déclenchée, vous gagnez des points. Mais aussi, il y a des écluses. Il y a plusieurs écluses dans le jeu. À chaque fois que vous allez passer une écluse, ça va déclencher un comptage de points vis-à-vis d'un des éléments de jeu. Un peu complexe. Et en plus de ça, ces éléments de jeu, on les choisit au hasard. Ça peut être combien de vaches est-ce que je possède. Ça peut être combien de villages à côté des ponts je possède, etc. etc. Et si vous remplissez la condition, tout simplement, vous gagnez des points. Si vous ne la remplissez pas, vous perdez le nombre de points que vous auriez pu gagner. Et ça va de manière exponentielle. Il y a 4 déclenchements. Vous pourrez gagner 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et il y a des multiplicateurs. Donc si je mise tout sur le multiplicateur, donc c'est des fois 2 du 4e événement, et donc je veux mettre mon jeton 4, si je réussis c'est super, c'est 8 points. Si j'échoue, c'est moins 8 points. Donc ça va se réfléchir. Donc voilà, le tempo sur lequel vous avancez votre bateau va être très intéressant. Et puis, tout va se passer par ici. Vous avez ce plateau sur lequel il y a différentes actions. Et c'est là justement que vous allez déterminer comment votre bateau va avancer, mais avant tout les actions que vous allez faire ce tour. Alors je rentrerai absolument pas dans le détail, parce que il y a vraiment, vous le voyez, plein d'actions différentes, ce sont des barres d'actions. Mais en gros, je choisis une des barres d'actions, je la déplace en bas, donc là on voit que le joueur a choisi celle-ci de barre d'action. On va faire toutes les actions qu'il y a dessus. Puis on pourra se déplacer du nombre de cases qui est indiqué à l'emplacement que j'ai laissé vacant, puis on décale tout. Sachant que, évidemment, plus vous allez chercher haut, plus ça peut vous permettre de vous déplacer d'un nombre de cases. Et attention, quand vous allez prendre les barres qui sont tout en bas, ça vous fait des points négatifs. Oui, c'est un jeu dans lequel vous commencez à 0 point de victoire. Si vous faites n'importe quoi, très rapidement, vous pouvez être à -2, -3, -4. Il faut faire très attention. Ces actions, en gros, elles vont vous permettre de jouer des cartes.
ou vendre des cartes. Ces cartes, elles sont de type matin, soir, crépuscule. Oui, c'est ça, matin, journée, nuit, crépuscule. C'est ça, Okay. journée, nuit, crépuscule. Si vous ne faites pas une action de type journée, nuit ou crépuscule, vous ne pouvez pas jouer cette carte ou vous ne pouvez pas la vendre. Ça va vous permettre également, les actions, d'aller poser des tuiles, parce que vous explorez des zones. C'est des tuiles que vous mettez au hasard, sur lesquelles il y a différents éléments qui vont avoir un impact sur le jeu, mais aussi quand vous posez la tuile, vous allez gagner le bonus de l'emplacement que vous occupez. En gros, il y a marqué, admettons, je gagne 3 pièces, si je mets une tuile dessus, je gagne 3 pièces. On va pouvoir mettre des colons, donc des meeples de ma couleur. Ces meeples, on pourra payer des ressources et faire des actions pour les améliorer, donc les transformer en ville. C'est des petites maisons. Ces petites maisons, on pourra les transformer en vraies villes. Pour le coup, c'est des grosses maisons. Autour de ces villes, si on met des vaches, ça va faire gagner des points. Oui, il y a une action, c'est mettre des vaches. Vous voyez, c'est ultra complet. Il y a des actions dans lesquelles, alors je rentrerai pas dans les détails, mais quand même il y a une ou deux qu'il faut que je vous dise. On va pouvoir améliorer notre plateau. Ça c'est votre plateau individuel. Vous voyez, il y a les colons, les maisons, les villes et les vaches. Eh bien, il y a cette zone, ce sont les améliorations. C'est des sortes de petits leviers que vous allez mettre ici, clac. Et à certains moments précis du jeu, vous pouvez actionner le levier, clac, ça vous donne un bonus. Ça c'est monstrueux, il faut y penser. Ça coûte beaucoup de ressources d'installer vos leviers, mais si vous les installez assez tôt dans le jeu, ça va vous permettre de créer un moteur économique, un moteur de jeu tout simplement efficace. Et on termine avec ce plateau individuel et vous aurez un vague aperçu du jeu. Ici, les ressources. Des ressources, il y en a plusieurs dans le jeu. Il y a 2 ressources qui sont sous forme de petits jetons. C'est l'argent et les espèces de céramique. Moi j'appelle ça les bibelots. Et ensuite, il y a les 4 autres ressources que sont la ferraille, le métal, le bois et la glaise, enfin l'argile, merci. Là, ce sont des petits bateaux que vous allez pouvoir déplacer pour mettre devant, pour dire là ça me fait 1. Alors évidemment, il faudra payer de l'argent pour déplacer le petit bateau pour le faire remonter, parce qu'en fait, il y a une sorte de courant. Et ensuite, ce sera d'autres jetons que vous pourrez récupérer sur le plateau, qui vont venir s'encastrer sur votre plateau, c'est des plateaux double couche, pour vous dire, voilà, là, vous avez 1 de métal à chaque tour. Si j'ai un petit bateau devant, ça fait 2. Si j'ai un autre petit bateau devant, parce qu'on en a 2, ça fait 3. Et on pourra aussi augmenter chacune des ressources de base jusqu'à 2. Donc potentiellement un maximum de 4 en production. C'est assez original, ce mélange entre ressources qu'on va dépenser sous forme de jetons et ressources que l'on a sur son plateau. Et allez, je termine avec la dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, sur votre plateau individuel. Comme dans un certain nombre de jeux, mais moi j'adore cette mécanique, quand vous prenez un élément de jeu et que vous allez le passer sur le plateau, alors certes le placement sur le plateau va avoir un impact, mais en plus vous allez libérer quelque chose, un icône, un symbole sur votre plateau, et vous allez gagner des bonus. Donc vous allez aussi réfléchir dans quel ordre je vais libérer tel ou tel élément. Voilà, et pour terminer, je vous parle des cartes. Oui, je vous ai dit qu'on pouvait jouer des cartes et je ne suis pas rentré dans le détail. Ces cartes, elles vont vous permettre soit de gagner certaines ressources, soit de faire des actions, soit maintenant, soit des actions qui vont se déclencher à un moment bien précis. Soit ça va être des cartes qui vont vous faire gagner des points de victoire selon certaines conditions. Il y en a plein, et dans plein de couleurs différentes. Alors ce que j'appelle les couleurs, c'est jour, nuit, crépuscule, et il faudra arriver à les faire comboter. Bref, vous l'avez compris, Boon Lake c'est très complet. On est sur des temps de jeu de plus ou moins 1 heure par personne, 10-40 minutes sur la boîte. Alors c'est une fois qu'on sait bien joué. Mais ceci dit, c'est le genre de jeu que vous pouvez rejouer à l'infini, il n'y aura pas 2 parties qui se ressemblent. Ce n'est pas possible. C'est quoi ça? Je dis quelque chose ou pas? J'ai besoin ou pas? Je sais pas, je ne connais pas ce jeu. Alors, Super Fantasy Brawl, si vous nous suivez sur la chaîne, c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler sur la chaîne, allez regarder toutes nos autres vidéos, vous finirez bien par tomber sur une vidéo où je parle de Super Fantasy Brawl. Bref, Super Fantasy Brawl, le jeu d'affrontement, de figurines, avec objectif, avec carte, c'est trop bien. On a reçu les statues, et là on est trop content. Oui. Donc ces statues, à quoi servent-elles en termes de gameplay? Ouais. Ah, rien du tout. Vous pouvez jouer à Super Fantasy Brawl comme avant. À part que désormais, votre plateau, il va être magnifique. Oui. Votre plateau, il va être super classe. Parce qu'en fait, dans Super Fantasy Brawl, la plupart des objectifs de jeu vont être liés à ce qu'ils appellent les statues dans le jeu. En fait, c'est 3 colonnes. Alors, c'est une espèce de socle de colonnes quand on joue sur le plateau, en plat. Il va falloir en général se placer autour, à côté, bref. On vous parle de ces statues, mais en jeu, vous les imaginez. Là, vous n'aurez plus besoin de les imaginer. Donc, les statues des 3 mages de l'univers de Super Fantasy Brawl, dont je ne me rappelle absolument pas le nom, mais qui correspondent aux 3 couleurs, qui correspondent aux 3 types de cartes et d'actions qu'on peut faire dans le jeu. Il y a la création, il y a la destruction et la transformation. Oh. J'ai réussi. Mais alors là, le nom des magiciens, c'est pas possible de vous les ressortir. Bref, sachez que ces figurines-là, elles sont assez difficiles à trouver dans le commerce, et c'est pour ça que, en plus du fait que ça soit Super Fantasy Brawl, on est vraiment particulièrement content de vous les proposer. Attention, je n'en ai pas des millions.
Voilà donc pour cette belle série Fire and Stone, Boon Lake, Super Fantasy Brawl, et on enchaîne. Alors du coup on arrive de Super Fantasy Brawl, un jeu d'affrontement pour 2 personnes dans un univers de fantasy avec des pouvoirs très très forts et de la magie et tout, et on arrive sur Summoner Wars, un jeu pour 2 joueurs avec... Non, alors en vrai la comparaison s'arrête là, ça ne se joue absolument pas pareil malgré le fait qu'on soit dans des thèmes tout à fait similaires. Ceci dit, c'est toujours pour 2 personnes et donc à partir de 8 ans pour des parties d'environ 50 minutes, oui c'est vrai, on a joué juste avant et je pense que c'est à peu près notre temps de jeu. Oui c'est ça, oui. Summoner Wars c'est donc un jeu de duel dans lequel chaque joueur va choisir une faction, une armée et bien sûr son héros qu'il représente, et on va s'affronter sur un plateau. Son invocateur. Son invocateur, c'est le terme exact, merci beaucoup. Donc le plateau, comme ceci, il représente plutôt des cases, mais sur lesquelles vous allez jouer vos cartes, puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel nous avons des cartes en main. Ces cartes, ça peut être des sorts, de la magie, ça peut être des événements qui vont impacter le jeu, mais ça peut être, et ça va être surtout, des personnages à invoquer. Vous allez payer un coup et les faire apparaître sur le plateau, ils pourront ensuite se déplacer, attaquer, et évidemment, ils ont tout un tas de capacités qui vont un petit peu changer le jeu, hein. C'est pas juste on jette des boîtes de dés et on voit ce qui se passe, parce que oui, Summoner Wars a un vrai côté jeu abstrait, de par le fait qu'on se déplace sur un plateau et que c'est un jeu de duel, mais il y a un petit côté un petit peu aussi Ameritrash qui est assez plaisant, où on va jeter des petites boîtes de dés. Alors, c'est des mini-boîtes, c'est des boîtinettes. Voilà en gros. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a quelques années, c'est donc la 2e édition. Cette 2e édition, elle arrive avec cette grosse boîte qui s'appelle le Master Set, dans lequel il y a plein d'armées déjà jouables, mais plus tard il y aura d'autres boîtes qui vont sortir avec d'autres armées, et ça c'est génial parce que c'est typiquement le jeu où quand vous allez jouer telle ou telle faction, ça va vraiment pas se jouer de la même manière. Donc nous on a fait une partie avec Alex là juste avant de tourner, moi j'avais cette armée là qui s'appelle les brise-esprits, représentée donc par cet invocateur, et je faisais du contrôle mental. Alors ce personnage là fait du contrôle mental, les autres pas forcément, mais mes personnages attaquaient beaucoup à distance et allaient jouer sur le déplacement des personnages d'Alex, donc ce qui l'a bien embêté, puisque comme c'est un jeu de positionnement tactique avant tout, et bien quand on arrive à un petit peu déplacer les pions de l'adversaire à son désavantage, c'est toujours très très bon, c'est toujours très très puissant. Et puis Alex en face avait une espèce de nécromancien, des ténèbres, des flammes de l'enfer, qui invoque des démons et des armées, des hordes de morts vivants, qui avait quelques unités très 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 fortes, et à côté de ça des unités beaucoup moins fortes, mais qui pouvaient faire revenir d'entre les morts, et donc c'était bien embêtant aussi. Bon, ça m'a pas empêché de gagner pour une fois. Donc Summoner Wars, une vraie bonne surprise que ce retour. Donc c'est une réédition, ils ne se sont pas contentés de rééditer, hein. Là Matago propose une revisite du jeu, à savoir il y a eu un rééquilibrage et il y a quelques points de règles qui ont changé, afin de le rendre un peu plus moderne, notamment au niveau de la répartition des symboles sur les dés, puisqu'en fait c'est assez simple, hein. On a des personnages au corps à corps, on a des personnages à distance, vous allez jeter des dés, donc là par exemple il y a un 4, je jette 4 dés et chaque arc, puisque j'attaque à distance, fera une blessure. Aussi simple que ça. Mais, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des capacités sur chacune des cartes, il va y avoir des sorts, il va y avoir de la magie qui va vraiment impacter tout ça. Les points de magie, c'est les points qui servent aussi à invoquer vos armées, vos personnages. Et ça c'est très malin, parce qu'en fait à chaque fin de tour, vous allez choisir si vous gardez votre main actuelle, parce qu'elle est intéressante, ou vous pouvez défausser des cartes, et ensuite vous allez repiocher jusqu'à 5, ça va vous générer du mana. Le mana, c'est ce qui va vous permettre d'invoquer vos personnages, c'est ce qui va vous permettre de lancer vos sortilèges, mais attention à trop défausser, à trop piocher pour avoir ce que l'on veut et pour faire plein de mana. On va aussi épuiser ses ressources, puisque on a une pioche, une défausse. Attention, quand vous avez pioché toute votre pioche, c'est fini. Il va falloir composer avec ce que vous avez sur la main, et dans la main et sur votre plateau, et donc il va falloir vraiment gérer ça aussi. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Summoner Wars. C'est vraiment très malin. Là, les fans de tactique, foncez, franchement. Il y aura une mise en place qui correspond avec votre invocateur, qui est celle-ci. Mais en jeu, on va pouvoir construire d'autres portails pour aller invoquer vos créatures depuis ces portails. Ces portails vont pouvoir aussi vous servir de défense. Bref, stratégiquement, là aussi, on est sur des jeux où il n'y aura pas 2 parties qui se ressemblent. Et même si vous jouez avec la même personne, et même si chacun joue son armée fétiche, oui, parce qu'en général, on va finir par avoir une armée fétiche, il n'y aura pas 2 parties qui vont se ressembler. C'est impossible, je le dis. On va passer sur un jeu que j'attendais depuis longtemps. Alors celui-ci, je l'ai vu à Cannes. J'étais parti fureter tout seul, j'avais un peu quitté le groupe, et j'ai vu cette boîte au loin, et je suis revenu en courant vers les copains en leur disant mais il faut que vous voyez ça, ça va être trop cool. C'est juste
la boîte qui m'a donné envie. Bon, je n'avais pas lu les règles. Entre temps, j'ai lu les règles. Et bah c'est super, ça confirme, c'est exactement ce que je voulais. Donc le Grand Prix de Belcastel, un jeu de Wolfgang Warsch. Et, si vous connaissez eh bien, les charlatans de Belcastel, forcément vous avez fait le lien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, mais bon, je vous le récapitule. En gros, c'était un jeu un peu expert, un peu initié, de backbuilding, où on faisait de l'alchimie. Et bien là aussi, on va retrouver le backbuilding, hormis que maintenant c'est une course. Donc on a nos petits animaux. Donc moi évidemment, on va dire que je joue, bon j'ai pris le sachet rose, normalement c'est le cochon. Mais moi j'aime l'âne, parce que l'âne il a une tronche juste incroyable. Je l'adore. Et c'est une course, donc il y a un départ, on va avancer de case en case, une piste, et une grande arrivée pour gagner le chaudron d'or. On a un sac, backbuilding, bah ça veut dire qu'on va aller construire notre sac. Alors en début de partie, on va y mettre tous la même chose. Je vous dis ce qu'on y met. On y met des tomates à 1. C'est des pommes. Ce sont des pommes, ce sont des pommes, n'importe quoi. Du maïs à 1. Ah oui, et puis il y a une petite pomme à 2, je me suis fait perturber. Hop là, et on va y mettre de l'herbe des rêves, on va en mettre 4. Hop là, comment ça se joue ? C'est très très simple, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, eh bien, je prends un jeton de mon sachet et hop là, je le pose plutôt sur mon plateau individuel comme ceci. Alors, quand c'est de l'herbe des rêves, que se passe-t-il ? On va en mettre ici dans la petite boubule. Et puis, il se passe rien, on n'avance pas, c'est ballot. Ou alors, je vais pouvoir tirer, alors j'ai tiré une autre herbe des rêves forcément, mais non, je triche, hop là, une pomme de 2, voilà, 2 déjà, c'est bien, je suis content, je vais avancer de 2 cases, et on va déclencher l'effet du fruit ou légume que j'ai tiré. Alors, il conseille en début de partie, pour une partie d'initiation, d'en mettre que 4, et puis on va rajouter les fruits et légumes suivants quand on maîtrise bien le jeu. Et quand on maîtrise encore mieux le jeu, on va pouvoir retourner ce panneau et on aura accès à des pouvoirs plus avancés. Vous voyez, chenille, à papillon, et ça c'est trop bien, c'est vraiment super bien parce qu'on va vraiment pouvoir doser la difficulté comme on le souhaite, et puis pourquoi pas faire un mix entre des chenilles et des papillons au niveau des pouvoirs pour un peu plus de rejouabilité. Alors, je l'ai dit, on fait le pouvoir de la pomme. Mais la pomme, elle nous dit, je gagne un rubis. Et si je suis dans une petite spirale, sur une petite spirale, je gagne 2 rubis. Ça tombe bien, je suis sur une petite spirale, je gagne 2 rubis. À quoi ça va servir les rubis ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous allez arriver à votre troisième herbe des rêves, hop là, là, à nouveau, vous n'avancerez pas, oui, parce que l'herbe des rêves, votre animal, il est en train de penser à d'autres choses. Il a d'autres problèmes que la course, votre animal, d'accord ? Et par contre, eh bien, là, vous allez pouvoir déclencher une phase d'achat. C'est là où vous allez pouvoir utiliser vos gemmes. Alors là, normalement, des gemmes, on en a un peu plus, à ce stade du jeu, à moins qu'on n'a vraiment pas eu de chance. Vous allez pouvoir les dépenser donc pour aller acheter de nouveaux éléments. Alors ce qui est trop cool, là on les a mis comme ça pour que ce soit visible dans la boutique, mais en fait ça se joue dans la boîte, le petit marché il est dans la boîte, on a les coûts indiqués sur chaque côté en diamant. On va pouvoir aller chercher donc des ressources qui sont de différentes couleurs et de différentes valeurs. Évidemment, il y aura des ressources de plus en plus chères avec des pouvoirs de plus en plus intéressants. Alors, je vais pas tous vous les faire, les pouvoirs, mais il y en a des particulièrement cool. Par exemple, la carotte. Alors, déjà, la carotte, ça vous fait avancer de 5. Là. Il y a pas moins. C'est au moins 5. Et surtout, ça va vous faire prendre un petit trèfle. Le petit trèfle, vous allez le mettre ici. Et puis, à chaque fois que vous allez piocher une carotte, vous allez rajouter un petit trèfle. Et en fait, quand vous avez 3 herbes des rêves, non seulement vous allez faire un achat, mais vous allez avancer d'autant de cases qu'il y a de petits trèfles. Et ces petits trèfles, ils vont rester tout le temps. Donc, c'est exponentiel. Donc ça c'est vraiment très sympa. Vous en avez des plus simples où tout simplement le maïs, je jette ce dé et je vois ce qui se passe et hop là ça me dit d'avancer de 3 cases, 1, 2, 3, c'est pas mal avancer de 3 cases. Bref, il y en a plein des effets, il y en a plein, il y en a 6 pour chaque côté, 6 chenilles, 6 papillons. On est sur un petit jeu de course familial à partir de, je dirais à partir de 6 ans, mais j'espère que je me trompe pas. Oui, à partir de 6 ans pour 2 à 4 personnes pour des parties d'environ 20 minutes. Nous on attend qu'une chose, c'est que Alice revienne pour y jouer avec Fanny. Fanny est très motivée aussi, mais Jeff est très partant, David aussi, bref c'est le jeu, on a tous envie d'y jouer, on n'y a pas encore joué. On est aussi très chaud qui gagne le Kinderspiel. Oui, c'est vrai, il a été nommé donc au Spiel des CRS, précisément le Kinderspiel, donc c'est une récompense très prestigieuse, décidément j'ai du mal, pour les enfants, en tout cas pour les jeux catégorie enfants. Et nous, on aimerait vraiment que ce jeu rencontre son public, et on aimerait vraiment que ça soit une des locomotives de notre rayon jeu enfant, parce que c'est une sacrée bonne surprise. Et je vais passer la main. Et on reste toujours dans l'univers enfant, avec ici, donc vous avez la gamme qu'on avait déjà présentée, la gamme de chez Loki, avec plein de petits jeux super cool. Il y en a un à partir de 7 ans, Famine Furious. Vous avez Happy Families, qui est un jeu de cette famille très intéressant, avec une prise de cartes sous forme de pyramide, un petit peu la Seven Wonders Duel, à partir de 5 ans. Et on a reçu également Tentacolor à partir de 4 ans. C'est ultra simple.
Attention, cette pieuvre n'est pas, n'est pas méchante, attention. C'est une méduse déjà, et tous les animaux à tentacules, on ne peut pas leur faire confiance. D'accord ? Ici, le Tentacolor. Le Tentacolor, c'est une créature qui vit dans les abysses, mais qui a perdu ses couleurs. On va essayer de lui redonner ses couleurs. Et en fait, chacun des joueurs autour de la table va avoir des cartes en main qui ressemblent un petit peu à des cartes qu'on pourrait retrouver comme dans Serpentina, si vous avez déjà joué à Serpentina. Mais oui, tout à fait. Ce côté de couleur, en fait, bicolore, même voire tricolore. Et en fait, à chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez essayer d'agrandir votre tentacule de votre côté jusqu'à ce qu'elle soit composée normalement de 5 à 6 cartes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à chaque fois que vous composez une tentacule, il faut toujours que l'une des deux couleurs de la carte que vous ayez jouée corresponde à l'autre carte que vous jouez. Et à chaque fois, vous allez essayer de jouer votre carte de façon à ce que ça corresponde. C'est un jeu extrêmement accessible, c'est à partir de 4 ans, mais ça permet déjà de comprendre déjà mon tour de jeu, comment ça fonctionne, puis ensuite comment associer les cartes, est-ce que les couleurs sont bien les bonnes, les principes d'association, tout ça c'est très bien à partir de 4 ans. Donc si vous cherchez un petit jeu, petit format très chouette à partir de 4 ans, sachez que Tentacolor est disponible à la boutique. Bon, ça va, il est mignon en fait. Oui. Ouais, ça va. Ça va. On va continuer maintenant derrière le comptoir. Alors il y a plein de choses derrière le comptoir. Je vous avais dit qu'il y a eu pas mal d'extensions, mais avant de commencer par une extension, on a une troisième boîte qui est arrivée, troisième boîte de la gamme Escape Tales. Ici, c'est Children of Wyrmwoods. C'est super classe. Incroyable. Là, c'est une thématique quand même un peu plus effrayante, même si la gamme des Escape Tales sont quand même assez adulte. Ici, ce qui est très bien fichu, c'est que vous avez une escape game qui va durer, je sais pas combien de temps ils ont mis, mais je pense qu'on peut y passer 2 heures, 3 heures. Ouais, on est sur une bonne grosse enquête. Il faut savoir que là, ce qu'ils ont rajouté par rapport aux autres, je suis pas sûr qu'il y avait ça dans les autres, mais en fait, il y a des fins alternatives. Il y en a plus d'une 60aine, parce qu'en fait, en fonction des choix que vous faites différentes enquêtes forcément, parce que c'est une escape game, mais à la fin vous avez une finalité qui change en fonction de ce que vous avez découvert dans l'enquête. Ok, ouais, ça c'est super ça. Même si j'y avais joué, parce que là c'est pas le cas, j'y ai pas joué, je ne vous en dirai pas plus, parce qu'il faut pas que je vous spoil, mais sachez que c'est quand même l'avantage de ce genre d'escape, c'est que vous allez pouvoir y rejouer, et que surtout ça vaut son pesant de cacahuètes, puisque pour 30 € vous avez un temps de jeu qui est quand même assez conséquent, et puis vous avez de la rejouabilité qui est proposée, même si vous aurez pas forcément, vous allez plus vite sur certaines enquêtes que vous aurez déjà faites. Mais c'est très cool d'avoir ce genre de format d'escape game, parce que du coup c'est un peu plus pour joueurs avertis en fait. Ça peut un peu penser à BOI dans le thème, si vous avez déjà joué à, quand je dis BOI c'est Bureau of Investigation, le dernier de la gamme de chez Sherlock Holmes des Spaceco. Vous avez du coup, on avait dit plein d'extensions, notamment une toute petite extension qui est l'extension, à l'endroit c'est mieux, de Mandala Stone. Elle est toute petite. Voilà, toute petite extension de Mandala Stone qui est un jeu d'optimisation avec des petites pierres sympas, un truc assez zen. Là, vous allez pouvoir être un peu plus tactique puisque vous allez avoir des nouvelles pierres, des jokers en fait, vous allez pouvoir utiliser. Et en plus de ça, il y a des nouveaux objectifs apparemment. Donc voilà, pareil, petite extension Mandala Stone pour les fans de Mandala Stone. On reste dans les extensions avec 2 nouvelles extensions. Une première extension ici de Fantastic Fabric. Pareil, Fantastic Fabric, c'est un jeu d'optimisation, mais plutôt de gestion de ressources de mémoire avec ce côté de construction, de engine building, comme on aime bien le dire en anglais. Ici, cette extension, donc Manufaction, va rajouter Manufaction et va rajouter une nouvelle ressource qui est ici, qui est la vitamine. Voilà pour cette extension. On va avoir du coup la deuxième extension de Fantastic Fabric, où là, du coup, ça s'appelle Subterfuge. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il manque un B ici. Ça va être une erreur. C'est marqué subterfuge. Ah oui. Ouais, moi j'ai un subterfuge. C'est amusant. En face, c'est bon, c'est bien marqué sur la façade. C'est une boîte collector parce que sur le côté, ils n'ont pas mis le B. Non, ici, donc subterfuge et non pas subterfuge. C'est une extension pour les gens comme moi qui aiment bien casser les trucs chez les gens, voler, espionner ce que vous faites. Là, on est vraiment sur l'interaction, mais bien méchante parce que quand on voit le dos de la boîte, donc. Moi, tu viens de me convaincre d'y jouer. Il y a des sortes de prestataires, ils servent à faire différentes actions, mais c'est surtout pour piller les adversaires, pour leur casser leurs trucs, pour faire du sabotage en fait, tout simplement. Très bien, c'est tout ce qu'on aime. Ouais, je pense que c'est une extension que j'achèterais si jamais j'avais Fantastic Fabric, parce qu'elle m'a l'air très intéressante. Le dernier truc qu'on a, c'est pas du tout une extension, c'est justement pour commencer Magic. On aime bien ces starters, parce qu'il y en a déjà 3 qui sont sortis. Ça, c'est le 3e. Là, maintenant, vous avez 2 decks de départ, donc ils sont pas fifous, mais ils sont très bien pour commencer. Ce sont des bicolores, vous avez du rouge-vert et du blanc-bleu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus ? Il y a des cartes spéciales Alors, pas plus que ça, mais c'est que des cartes récentes. On est dans les 3-4 dernières extensions. Donc, il va y avoir du Nouvelle Capena, il va y avoir du Kamigawa, il va y avoir du Innistrad, donc les 2 blocs d'Innistrad. Donc, en gros, les 4 derniers blocs, si je dis pas de bêtises. Ok, parfait. Et je crois qu'on va se quitter maintenant sur cette fin de vidéo. On n'a pas de focus à la fin de cette vidéo. Pas cette semaine. Pas cette semaine, mais il y aura peut-être. On est en train de préparer des trucs. Voilà, si jamais il y a des choses. Par contre, on approche du compteur des 5000 et ça commence
comment dire, Alors, chauffer pour est-ce nous. qu'on a la pression? Un petit peu. Un petit peu, parce Un qu'on petit dit, peu. si on atteint les 5000, il y a forcément l'un de vous qui va dire, mais il n'y a pas une vidéo spéciale Voilà, pour les 5000. est-ce qu'on est bien niveau préparation là-dessus? Pas On est du comment? tout. On est à zéro préparation. Ouais, Donc, si jamais on est vous voulez catastrophique. absolument monter en abonnés, ça nous fera plaisir, mais on vous garantit pas qu'à 5000 abonnés, on vous fera un truc de ouf. On aimerait bien vous faire quelque chose. Il faut voir comment se goupille tout ça. Mais on essaiera de vous faire un truc quoi qu'il arrive, parce que ce soit 5000 ou 6000 abonnés, on a envie de vous faire plaisir. Que ce soit avec des sketchs. Si ça peut être un sketch d'1h30 avec un long métrage jeu des cartes Bordeaux, ça serait super. Mais je ne pense pas que ce soit possible. On verra. En Oui, fonction si on des fait une idées qu'on a. semaine de 80-90 heures, c'est jouable. Par exemple. Bref, d'ici là, amusez-vous bien et comme on dit toujours, à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.